J'ai le plaisir de vous présenter Claude Patria, qui est professeur émérite et en retraite à l'Université de Bourgogne. Et Isabelle Mathieu, alors j'ai pas bien en fait compris, en fait vous êtes à l'ESPE à Dijon, voilà c'est ça, l'École supérieure du professorat et de l'éducation pour que ceux qui ne connaissent pas ce sigle, que nous avons le plaisir de recevoir pour la deuxième journée de ces estivales pour une intervention qui a été intitulée Culture du savoir et savoir-faire de la culture, l'université au défi de la double dimension professionnelle. Il se trouve que nous avons en fait repéré, je pense que c'est parmi d'autres publications, une publication qui a fait l'objet d'un compte-rendu dans la revue Questions de communication, un ouvrage que vous avez écrit à deux qui s'intitule L'université et les formations au métier de la culture, la diagonale du flou. Ça nous a immédiatement interpellés et intéressés. C'est un ouvrage de 2012 qui, je suppose, est encore disponible. Et je vais simplement lire la première phrase du compte-rendu paru dans Questions de communication, qui est due à Jacques-Philippe Saint-Gérand, parce que ça nous a donné une raison supplémentaire de vous inviter. Enfin, un ouvrage qui traite d'une question d'actualité brûlante et qui fait l'économie de la langue de bois, en osant poser les questions fondamentales dans la crudité de leur violence. Voilà, eh bien, nous souhaitons en savoir plus et je vous cède immédiatement la parole. Merci. Donc pour une heure au total, avec un temps d'échange avec la salle, si c'est possible pour vous. Oh oui, on peut même être très bref. Et je pense qu'on a beaucoup à se dire et on n'a pas pour notre part des choses bouleversantes à vous dire. Je crois que ce qu'on a conçu ce matin avec Isabelle Mathieu, c'est une promenade. Une promenade dans les airs et au-dessus un petit peu du champ dans lequel vous baignez ou vous aspirez à baigner, suivant votre statut. Et donc de comprendre fondamentalement les vrais enjeux des formations. Vous savez, il y a 35 ans maintenant que j'ai eu la chance ou la malchance d'être associé très étroitement à la réflexion sur les formations au métier de la culture. Je travaillais à l'époque, entre autres choses, auprès de Dominique Vallon à ce qui était la direction du développement culturel et où, en compagnie de la direction du livre, on a eu à se préoccuper de ces questions. Et c'est à ce moment-là que s'est posée très tardivement la question des formations au métier de la culture sur des points sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Et donc, on a eu à se confronter à ça. J'ai eu très tôt, et c'était un peu une déformation professionnelle de professeur, considérer que la question des formations était vitale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de profession et de professionnalité s'il n'y a pas pensé en amont un système de formation. Il y a une interaction entre ce qu'on est et ce qu'on veut être et les apprentissages. Et cette question de la formation est souvent renvoyée, c'était particulièrement le cas pour les métiers de la culture, c'est ce qu'on va, et c'est ce qui se traduit dans les chaos et dans les hésitations, c'est justement ce manque ou ce refus de volonté. C'est très net, si vous voulez. Le ministère de la Culture, pour lequel je me suis dévoué au plus haut niveau et sur le terrain pendant de longues années, ce ministère de la Culture a péché par omission. Il a péché par omission. Il ne s'est pas vraiment, à l'exception des métiers, des dispositifs de formation artistique, il ne s'est pas franchement préoccupé des formations au métier de la culture. Le seul lien qu'il avait, et je vais y revenir, avec le dispositif de formation, c'était l'ANFIAC qui s'occupait précisément de former les chefs de projets culturels. Et en 1994, dans ce moment obscur de retour en arrière, notamment vis-à-vis des associations, l'ANFIAC était une association, elle a été supprimée. Ce qui veut dire que le ministère de la Culture s'est déchargé complètement sur les universités ou sur les acteurs, quand il le voulait, des formations au métier de la culture. Il est complètement déchargé, d'où une évolution qu'Isabelle nous décrira tout à l'heure sur ce point. Voilà. Donc, si vous voulez, la question des formations est tellement essentielle qu'on ne la voit pas.
Et ce que je voudrais essayer de vous dire ce matin, et ce qu'Isabelle essaiera de vous montrer, c'est que c'est ce qu'on ne voit pas qui est essentiel, et parce qu'on ne le voit pas, on commet des erreurs, des insuffisances, des contradictions, on prend des retards. Alors j'ai écrit une phrase de Montcru qui est une paraphrase. Vous savez tous que ce grand Rabelais que tout étudiant doit avoir lu pour pouvoir s'intéresser à la culture, en tout cas je l'exigeais de mes étudiants, dans l'entame du premier livre, c'est le rire est le propre de l'homme. Il se trompait. Moi, j'ai eu un chien qui éclatait de rire toutes les fois que je lui présentais un objet comestible. Donc, il n'y a pas que l'homme qui peut rire. Hein. Il suffit de savoir observer et détecter le ricanement chez les animaux. En revanche, le livre est le propre de l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui ne se partage pas et se discute pas. Donc, et de ce fait, un premier constat qui vous intéresse, c'est que si le livre est vraiment le propre de l'homme, comme je l'affirme, le bibliothécaire est un animal culturel. Hein, le bibliothécaire est un animal culturel. Il faut qu'il se pense comme un animal culturel, un animal de culture. Sans oublier ce que mon vieux maître et ami Edgar Morin dit fréquemment, cette dialectique entre la nature et la culture qui fait que l'homme est un être culturel par nature et un être naturel parce qu'il est un être de culture. Cette dialectique entre la construction à partir de la nature de l'humanité est un élément essentiel. Alors, c'est là, à ce niveau-là qu'il faut se situer. N'oubliez pas que nous allons entrer dans ce très difficile, très complexe champ de la culture. 20 fois sur le métier, remettez vos formations. Là, je pourrais paraphraser Boileau. Hein. Et ça ne se fait pas en une fois, une formation sur un métier, il faut la remettre dessus, la travailler, la confronter. Ah, que vous faites un beau métier, le métier de conservateur de bibliothèque. Il est né quand? Il est né avec l'exigence démocratique révolutionnaire. Il s'inscrivait dans un projet de transmission des œuvres au plus grand nombre et de conservation des trésors du patrimoine. Il avait tous les contours qu'on attend d'une profession. Un périmètre d'action, un objectif, une intentionnalité. Au fil du temps et de l'engagement des politiques sur le champ du livre et de la lecture, il s'est à la fois ennobli et de son rôle pionnier et enrichi de sa présence territoriale diversifiée. Il faut suivre les organigrammes administratifs parce qu'ils traduisent bien l'histoire. Vous savez que la rupture salutaire et difficile et réussie d'André Malraux en 1959 de créer un ministère de la Culture, donc un ministère des Affaires culturelles, puisqu'on n'avait pas encore atteint les maximums verbaux de l'époque giscardienne, donc modestement appelé des Affaires culturelles. Ce ministère s'est construit par sécession de la maison mère de l'instruction publique devenue Éducation nationale au début des années 30. Mais à ce moment-là, vous avez noté quelque chose déjà qui vous a frappé, c'est que si la direction des musées, et si les musées passent tout de suite du côté du ministère de la culture, des affaires culturelles, si ça passe tout de suite, et on connaît l'attachement de Malraux au musée, hein, et à ce que ça symbolisait dans son imaginaire à la fois politique et esthétique. Les bibliothèques, non. Les bibliothèques restent dans le giron de l'éducation nationale. Il faudra attendre plus de 15 ans pour que la bascule se fasse, c'est-à-dire 1975, pour que la bibliothèque, pour que les bibliothèques de lecture publique passent du côté du ministère de la Culture, et pour la Bibliothèque nationale, il faudra attendre 1981. Vous voyez, il y a un décalage qui veut dire quelque chose. Et il a deux raisons. Une raison accidentelle, hein, qui est le fait que, je ne dis pas accidentelle, mais disons une raison qui tient au fait que le livre avait son histoire. Il s'inscrivait dans la pratique, il avait joué un rôle décisif dans
la démocratisation dès le 19e siècle. Il était relayé par les réseaux d'éducation populaire. Les municipalités s'étaient donné des bibliothèques. Donc on avait déjà une réalité. Donc il n'y avait pas le sentiment d'avoir à avancer là-dessus. Et la deuxième raison, c'est que la nature hybride du livre, la double nature du livre sur laquelle reviendra Isabelle Mathieu, à la fois industrie culturelle, première des industries culturelles, hein, avec Gutenberg, et donc par son mode de diffusion et de circulation, et œuvre artistique et ou scientifique par son contenu et par son mode de rédaction. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'important de voir que il y a un décalage dans la prise de contrôle du territoire. Ce qui a présenté un avantage pour les bibliothèques pendant un moment, c'est que laisser dans le giron de l'éducation nationale, et j'ajoute, mais vous le savez aussi, que quand l'intégration se fera, elle ne se fera pas complètement, puisque resteront les bibliothèques universitaires dans le giron de l'enseignement supérieur. Et donc la tutelle sur une partie des bibliothèques, et pas les moindres, puisque c'est celles qui ont une fonction scientifique directe, hein, va rester dans l'éducation nationale. Donc avec cette trace-là. Mais le deuxième élément qui est important, c'est le fait que le travail sur le terrain les laisse en contact avec les réseaux d'éducation populaire, avec tout ce travail de prolongement militant, bénévole, autour de la lecture qui s'opère et qui est comme une gangue protectrice des bibliothèques. Donc vous voyez, c'est un petit détail, peut-être, mais qui a son importance de bien se remettre les calendriers de la prise en compte par le pouvoir politique de ce champ des bibliothèques. Alors, pour en être avec celui des conservateurs de musées, le premier, le champ du livre et de la lecture n'en intègre pas moins l'ensemble des métiers de la culture. Et c'est le propos qu'on voudra avoir ce matin. Concevons ce métier que vous exercez ou que vous allez faire comme un des métiers de la culture. Quand je dis ça, je dis du même coup que je suis dans un champ professionnel au contour incertain et au contenu profondément variable. En effet, il y a une malédiction des métiers de la culture. Et quelle est cette malédiction? C'est que ils se trouvent par nature placés à l'intersection de l'art, de la culture et de la société. L'art, qu'ils ont pour mission de mettre en culture, la culture qu'ils ont pour devoir de mettre en société. Ce positionnement sur des terres changeantes le condamne à des évolutions permanentes qui sont celles mêmes des objets considérés et de l'intervention publique dans le champ artistico-culturel. Dis-moi, à quoi tu sers? Je te dirai qui tu es. C'est, je crois, la question fondamentale, peut-être prosaïque, mais qu'il faut se poser pour justement essayer de comprendre comment le fait d'être positionné dans les métiers de la culture et d'être positionné sur ce terrain où les plaques tectoniques de la société, de la culture et de l'art entrent en interférence peut jouer. Alors, il y a une formidable accélération des 60 dernières années. En même temps qu'elle signale une croissance considérable de l'investissement public et privé, tant sur les structures que sur les projets culturels. Donc ça, c'est l'élément quantitatif sensible. Elle modifie profondément les conditions d'exercice des fonctions. Depuis la fondation du ministère en charge de la culture et jusqu'aux années 80, un consensus s'établissait entre tous les acteurs autour de ce que Malraux avait appelé l'action culturelle. Vous savez que Malraux ne parlait pas de politique culturelle, le mot le gênait, il parlait d'action culturelle. Il parlait d'action culturelle. On rassemblait sous ce vocable l'ensemble des actions volontaires en vue de la mise en culture de l'art dans un souci de développement culturel des individus et des groupes. Or, cette convergence spontanée où le travail militant
accompagnait ou prolongeait l'action des professionnels a volé en éclats. Il a volé en éclats sous les coups de boutoir conjugués de l'économisation, de la professionnalisation, de la décentralisation, de l'industrialisation. Conjugué de l'économisation. C'est la grande caractéristique de la fin des années 80 et à partir des années 90 où le mouvement s'accélère, c'est la rencontre de l'économie et de la culture, l'intégration de l'économie et de ce que ça draine avec le champ de la culture. Et ça, c'est un élément décisif et qui va amener sur les métiers de la culture une série d'éléments incontournables en matière de management, en matière de gestion et en matière de prise en compte des nouveaux processus de communication et du marketing. La professionnalisation, ça a été la grande préoccupation. Les professionnels de la culture, hormis les conservateurs que vous êtes et que vous étiez, les métiers de la culture restaient peu développés. Et une grande part du travail se faisait dans l'accompagnement militant de ces choses-là. Et donc, dans tout ce travail qui se faisait autour. Et dans ces années-là, on va voir monter la professionnalisation. À quoi elle correspond? Elle correspond à un investissement considérable sur le champ des outils culturels, des lieux culturels qui vont être donc promus et développés. Donc j'ai une formidable accélération des constructions de lieux culturels, des bibliothèques qui vont devenir des médiathèques, etc. Donc et des musées et des théâtres et des prolifération des festivals. Il y a donc une demande. En même temps qu'il y a cette montée de l'investissement public, une demande cohérente et logique de la nécessité d'avoir des administrateurs, d'avoir des gestionnaires, d'avoir des personnes qui assurent, au-delà du travail de médiation et du travail de prescription, leur mission culturelle. Donc j'ai cet élément qui est extrêmement important. Montée de l'économisation, de la professionnalisation, c'est deux choses qui sont liées. On ne peut plus. Et c'est l'ordre qu'on avait eu. Quand j'ai fondé avec mon ami Hyacinthe Lénat de son côté et nos amis de Grenoble les 3 premières formations au métier de la culture pour les cadres culturels, eh bien la mission qu'on nous avait donnée, c'était de dire attention, maintenant il ne faut plus gérer à la bonne franquette les structures culturelles, le coup du je fais des déficits, je demande qu'on les bouge, c'est fini. Il faut que vous donniez de l'ordre, sans bien sûr porter atteinte à l'identité des missions qu'on nous confie. Alors, c'est cet élément-là qui fait qu'on a commencé à développer les formations au métier de la culture et qu'on s'est lancé dans l'aventure. Bien. L'industrialisation, la décentralisation, eh bien, bien sûr, je ne vais pas épiloguer là-dessus, vous le savez comme moi, c'est effectivement le rebondissement. Les collectivités territoriales, en même temps que vous avez affiché avec le couple Mitterrand-Lang une éminence à l'intervention dans le champ de l'art et de la culture comme étant emblématique, elle est constitutive même j'ai écrit ça dans un autre livre, de la construction présidentielle de François Mitterrand. Et donc, non seulement vous avez un État qui fait ça, mais en plus, les collectivités territoriales qui vont bénéficier des lois de fer à partir de 1983, les collectivités territoriales vont se ruer également sur la culture et développer des équipements. Elles vont développer des équipements et ces équipements dont sur l'ensemble du territoire, ces équipements-là vont appel à un recrutement de professionnels. Donc j'ai une demande induite par la décentralisation. Je sais que la décentralisation, si je regarde plus précisément du côté des bibliothèques, qui existaient avec leurs habitudes et tout, elle va s'accompagner, et c'est un des points que vous avez évoqué implicitement hier et qu'on va revoir, d'une subtile et triste séparation entre le haut clergé de la fonction publique d'État dans les bibliothèques d'État et le bas clergé, les curés de campagne qui s'investissent dans la médiation, l'animation et les publics sur le plan territorial. Là, il y a quelque chose, il y a un os là-dessus, mais bon, on en discutera tout à l'heure si vous le souhaitez. Alors, cette transformation du milieu s'accompagne de la formidable expansion de l'informatique domestiquée, des mutations de la télématique. Ce sont donc les conditions d'exercice des différents métiers qui se voient transformer. Le vocable de développement culturel, qui était né dans les années 60 et qui était devenu la boussole
de l'intervention du ministère de la Culture. Quand Jacques Duhamel, reprenant un ministère qui perdait de la hauteur, et j'ai dit, je dis, il y a combien de temps déjà? Ça va, tu me dis, hein, si, il y a déjà 20 minutes. Oh là là, ciel, j'accélère. Jacques Duhamel, qui avait repris un ministère qui battait de l'aile, l'a recentré autour du développement culturel. Hein. Qu'est-ce que ce développement culturel faisait? Vous savez, il est né des réseaux d'éducation populaire, il est né de la sociologie des loisirs. Hein. Et qu'est-ce qu'il disait? Il mêlait la délectation, hein, qu'on pouvait avoir, le délassement, et le progrès des savoirs, hein, en tant que c'était un élément, le progrès de la connaissance, en tant que c'était un élément de progrès. Eh bien, ce concept-là, il va s'estomper au profit celui beaucoup plus flou de démocratisation. Hein. On va parler désormais de démocratisation culturelle. Et cette démocratisation culturelle, l'accès de tous à la culture, qui devient la langue de bois de tous les politiques, elle sert d'appui et d'étendard à la croissance spectaculaire de l'appareil public. Multiplication des lieux, diversification des usages, morcellement des savoir-faire, transforme substantiellement le profil des acteurs. Plus de professionnels, supposés armés de plus de compétences, qui elles-mêmes sont supposées plus diversifiées, des spécialisations plus pointues, porteuse de fragmentation, l'atmosphère professionnelle a changé. La professionnalisation s'est effectuée en rupture avec les réseaux d'éducation populaire et s'est appauvrie d'autant en termes d'irrigation sociale. La fonction de conservateur traduit pleinement cette évolution. Les missions d'aujourd'hui se diversifient et se distinguent du métier original. Tout en gardant les fondamentaux, les fonctions se ramifient au-delà de la conservation et de la transmission, en médiation, en documentation et en documentarisation. Cette évolution du champ professionnel, artistico-culturel, auquel s'intègrent naturellement les métiers du livre, de la lecture et de la documentation, impliquait une rencontre avec l'université. Rencontre aussi inévitable que nécessaire, qui s'opérera plus ou moins tardivement et dans des conditions souvent instables et confuses. Isabelle nous en parlera. Ce n'est pas le cas ici, dans cette maison, où la transformation de l'ENSB en ENSIB lors de l'année 92 assumera pleinement cette intégration dans l'enseignement supérieur. Et en parfaite cohérence et transparence. D'autant plus utilement que le ministère de la Culture affichera une belle indifférence, comme je le disais tout à l'heure, au développement des formations et des acteurs culturels. Pourquoi nécessaire? D'abord parce qu'à moins de considérer que la transmission critique de savoirs généraux ne participe pas de la formation professionnelle, l'université de tout temps a été un lieu de formation professionnelle. En s'investissant dans les différentes formes de diplômes, en s'ouvrant toujours plus largement à la formation continue, les universités n'ont fait qu'adapter leur mission aux conditions de professionnalisation actuelles. Il faut renoncer aux vieilles dichotomies superficielles entre théorie et pratique, entre culture générale et spécialisation. Non, ces éléments ne s'opposent pas, mais ils se conjuguent. Ce n'est pas de cloison dont la formation professionnelle a besoin, mais de passerelles. Ensuite, les universités sont des lieux d'apprentissage des méthodes scientifiques. Analyse des sources, définition des corpus d'un objet, traitement des données, construction d'une problématique, toutes choses dont les mutations technologiques contemporaines rendent le besoin crucial. Enfin, l'une des particularités des métiers de la culture, et non des moindres, c'est qu'ils se nourrissent à des sources disciplinaires très diversifiées. Droit, économie, sociologie, histoire de l'art, psychologie, sciences de l'information et de la communication, sciences politiques, gestion, tout le champ des sciences de l'homme est à la fois à plus ou moins forte intensité, traversée par les besoins de savoir. Rien n'y échappe. Regardez le latin, par exemple. Le latin peut être une compétence professionnelle très importante pour celui qui va avoir à travailler sur les chartes et à diffuser des documents anciens. Donc, tout le champ des sciences de l'homme est traversé par ce besoin de savoir diversifié. Il y a une pluridisciplinarité indispensable à la construction d'une professionnalité, ne serait-ce que pour éclairer son intentionnalité, donner aux acteurs capacité de maîtrise et des adaptations et des innovations nécessaires. Il n'est ni possible ni logique de faire abstraction d'une culture générale de la culture comme socle d'appui de la spécialité considérée. J'insiste bien. Faire abstraction d'une culture générale de la culture comme socle de la spécialité considérée. Ne pas mettre la charrue de la spécialité avant le bœuf de la culture. Je l'ai dit et je l'ai écrit, l'homme
qui exerce un métier de la culture est un spécialiste du général. Le principe universitaire offre par lui-même une réponse à cette exigence de pluridisciplinarité. Bien sûr, on n'imagine pas que des universités accomplissent seules la totalité du travail. Celui-ci doit s'accomplir en étroite collaboration avec le milieu professionnel. Un cursus de formation professionnelle suppose un lien interactif de l'institution de formation avec le terrain professionnel, impliquant les acteurs du milieu à chacune des étapes du cursus. Stage, immersion dans les structures, intervention des professionnels dans les enseignements, toutes ressources dans lesquelles les universités puissent largement aujourd'hui, constituant un véritable laboratoire conjoint de travail en commun autour des professionnels en formation, des établissements d'enseignement supérieur et des structures culturelles. Ainsi, mise en perspective cavalière, et j'en termine, excusez-moi, la formation au métier de la culture permet de traduire les 3 niveaux étroitement liés qui caractérisent un métier. La première dimension, c'est la dimension intentionnelle, celui que je rappelais là. La dimension intentionnelle, quels sont les objectifs du métier, quel est le sens général de l'action dans une perspective diachronique et synchronique. Ça, c'est l'élément fondamental. Le deuxième niveau, c'est la deuxième dimension, c'est la dimension technicienne, sans y voir de connotation péjorative, celle des savoir-faire et des compétences acquises. Quelles sont les compétences de l'administration, de la gestion, etc. Et ça, donc, ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, trop souvent oublié, mais qui me paraît indispensable quand il s'agit de former des cadres, et au niveau et les diplômes auxquels vous prétendez et auxquels et le niveau où ils sont situés dans l'université font que c'est bien de cadres dont on parle. La dimension scientifique, c'est quoi la dimension scientifique d'un métier? C'est celle qui fera la supériorité de l'empirique pur par rapport à celui qui aura des éléments de recul et de prise de hauteur. C'est la capacité d'analyse critique, de prospective, et donc, dans cette période de changement et de mouvance, la capacité d'adaptation. Certes, ces 3 éléments, ne les voyez pas comme étant diffusés par l'institution universitaire et par les Bretelles. Dans ce travail d'échange, aux 3 niveaux, il y a des implications possibles à la fois des formateurs professionnels et des acteurs professionnels considérés. J'en ai terminé et je passe la parole à Isabelle pour sa promenade en faisant peut-être deux éléments qui sont de conclusion avant l'heure, mais dont on reviendra dans la conclusion. C'est que je dis qu'il y a 2 dangers qui guettent aujourd'hui vos métiers et qui sont graves et qui sont lourds par rapport à ce que je viens de dire. C'est que tout pousse à la fragmentation, au morcellement, à faire au travers des spécialités pointues, de faire un éclatement de la profession. Il est donc absolument, et puis il y a cette coupure entre la fonction publique territoriale et la fonction publique nationale, le premier danger, c'est celui de l'absence de constitution professionnelle. Vous avez la chance d'être les héritiers d'une histoire, d'un passé, d'un métier. Eh bien, celui-là doit se trouver dans la reconnaissance d'une unité professionnelle, dans la diversité des tâches. Les spécialités étant quelque chose qui viennent se greffer sur le socle de base de la culture générale. Ça, c'est le premier danger. Et le deuxième danger, il ne faut pas se le cacher, avec l'accélération des modifications technologiques, avec la pression qu'il y a sur les élus aujourd'hui, soit politique, avec la montée de qui vous savez, et cette présence toujours plus forte dans l'ensemble des collectivités territoriales, il y a ce danger, et puis ces questions financières, de crise financière et de réduction financière, vous avez un risque d'instrumentalisation des professions qui sont les vôtres pour servir des intérêts qui ne sont pas ceux qu'on évoquait du développement culturel, loin de là. Et il y a un danger aussi que je sens bien par conformisme naturel et inévitable sous la pression, qui est celui que j'appellerai brutalement la robotisation bureaucratique, et qui a un danger de faire de vous des robots bureaucratisés. Voilà, et Isabelle enchaîne. Merci. Je voudrais tout d'abord... le petit bouton rouge, voilà. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ces journées de nous avoir invités ici. La question est tout à fait intéressante, je crois, pour
gens comme nous qui nous intéressons depuis longtemps à cette question de la formation au métier de la culture, aborder, et c'est ce que je vais faire ici, je vais vous donner un point de vue général sur les métiers de la culture et les formations au métier de la culture, aborder cette question-là par le prisme des métiers du livre, de la lecture, des bibliothèques, je crois est tout à fait intéressant parce que c'est un point de vue particulier qui nous permet d'appréhender de façon un petit peu décalée mais tout à fait pertinente, me semble-t-il, cette question générale des métiers de la culture, de leur structuration en tant que champ professionnel et de la formation, bien sûr, la question cruciale, comme Claude vient de l'expliquer, la question cruciale de la formation de ces professionnels. Donc je voulais vous remercier de cette invitation et puis saluer aussi cette initiative. Je crois que voilà, vous faites là quelque chose. Pour notre part, on a déjà à 2 reprises tenté d'organiser, des journées de réflexion sur la formation au métier de la culture. La première, c'était en 1996, à une époque où on commençait déjà à s'inquiéter parce que on était passé de 5 à 20 formations, en gros de 5 DESS à 20 DESS. C'était dans les années 90. On commençait à trouver ça inquiétant et à s'interroger sur la nécessaire mise en adéquation de cette offre de formation en croissance, en volume en tout cas, sa nécessaire adéquation avec la demande professionnelle. Bon, évidemment, vous le savez, on va y revenir. Depuis, l'offre de formation a explosé, notamment et particulièrement dans les universités. Et on a ensuite donc organisé une deuxième journée qui a fait suite à la publication de cet ouvrage que vous avez eu la gentillesse de signaler. Une deuxième journée organisée, elle aussi, avec le concours du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement, enfin, en charge de l'enseignement supérieur. Et ça, c'était à l'époque où on était dans l'élaboration du nouveau référentiel des mentions de master dont je vais parler, où on avait cru utile de se mêler du débat à l'époque et de donner quelques indications au ministère sur la façon qui nous semblait la plus pertinente de construire. Ça marche pas? Vous m'entendez pas bien? Si, c'est bon. Sur la façon qui nous semblait la plus pertinente de construire cette nouvelle offre de formation au sein des universités. En tout cas, je trouve que cette initiative que vous avez eue ici est tout à fait intéressante et pertinente et nécessaire. Je crois qu'il faut travailler comme ça, il faut travailler en réunissant les formateurs, les professionnels, les étudiants, confronter la demande. Je crois que c'est une démarche qui est salutaire et nécessaire. J'encourage vivement. Et on peut déplorer bien sûr que de telles initiatives n'apparaissent pas dans d'autres secteurs, mais je crois que là, ça tient, et ça me permet de rentrer dans le vif du sujet, à la place particulière du livre, de la lecture dans le champ des métiers de la culture. Alors je voudrais tout de suite vous donner une définition parce que c'est pas évident, parler des métiers de la culture. Bon, Claude a posé un certain nombre de définitions concernant la culture. On est obligé de dire de quoi on parle parce que voilà, ça peut être quelque chose qui peut être discutable. Donc je vais vous dire de quoi je parle quand on parle des métiers de la culture. On parle ici de l'ensemble des métiers, des fonctions, des professionnels qui participent à la production des œuvres d'art et à leur mise en culture. Production des œuvres d'art et à leur mise en culture. Ça recouvre donc ce qui a été défini dans les années 60 comme le champ de l'action culturelle. Vous savez, l'action culturelle, c'est la transmission de la culture du passé et la création d'une culture contemporaine, avec le soutien à la création d'œuvres d'art qu'on va, par un processus de médiation, mettre en culture. Donc c'est un processus de mise en culture, de transmission et de construction d'une culture contemporaine qui va se construire par cristallisation dans un processus de transmission des œuvres du passé avec l'apport d'œuvres nouvelles qui vont venir éventuellement contester l'ordre établi, etc. Enfin bon, tout ce travail que fait l'art contemporain par rapport à la société et à ses évolutions. Donc on va dire qu'on parle de tous les métiers qui sont liés à la production et à la mise en culture des œuvres, à l'exception, et ça j'insiste bien là-dessus, à l'exception des tâches
plus spécifiquement artistique et plus spécifiquement technique. C'est-à-dire qu'on va parler là de tous ces métiers de l'ingénierie, qui consistent à accompagner la production d'œuvres et à accompagner, à impulser le processus de leur mise en culture. Alors, dans ce champ qui est très vaste, évidemment, jusque-là, jusqu'à une période récente, il apparaissait, et c'est vrai que dans les différentes études que j'ai pu faire, les métiers du livre, dans les propositions de répertoire de métiers ou de fonctions que j'ai pu essayer de formaliser, les métiers du livre, de même pour une part que ceux des musées, ont toujours une place à part. Pourquoi? C'est lié à leur histoire, évidemment, que Claude Patria a rapporté. Le champ, pour dresser le contexte, le champ des métiers de la culture en général est extrêmement difficile à appréhender pour une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons très fortes, c'est que ce champ va intervenir à l'intersection peut-être ou de façon séparée dans trois domaines, trois formes d'intervention, trois formes d'action, de production et d'accompagnement des œuvres. On a le secteur public, secteur complètement public, et le livre, les bibliothèques en font partie pour une large part, mais dans le champ du secteur du spectacle vivant aussi, on a un secteur complètement public. On a un secteur privé commercial, purement commercial, qui agit aussi, évidemment, dans le champ de la culture. Et puis, on a le secteur privé subventionné, qu'on voit notamment dans ce qu'on appelle le spectacle vivant. Et une des raisons qui fait qu'il est extrêmement difficile de définir, de cerner les contours du champ professionnel de la culture, c'est précisément qu'il y a une très grande porosité entre ces trois secteurs, ces trois formes d'intervention. Alors, dans les métiers du livre et des bibliothèques, du livre de la lecture, je suis un petit peu embarrassée, j'ai plutôt envie de vous parler globalement des métiers du livre et de la lecture, étant entendu que, évidemment, les bibliothèques y participent, parce que je me situe plutôt du point de vue des politiques publiques. Donc, dans le secteur du livre, jusqu'à une période récente, les choses étaient à peu près claires, puisqu'on avait le secteur privé commercial qui produit des livres. Globalement, évidemment, on peut ajouter les éditions universitaires qui ont des concours directs ou indirects de fonds privés, mais globalement, l'édition des livres et leur distribution relève du secteur privé commercial, même si on sait, notamment avec la loi sur le prix unique du livre, il y a une intervention de la puissance publique pour réguler, mais il n'y a pas d'intervention financière directe dans la production et dans la diffusion. Et puis, on a le secteur public et complètement public, qui lui se chargeait jusque-là de conserver, et de conserver sans exclusive, avec le système du dépôt légal, tous les produits livres, de les conserver, de les décrire, et avec les bibliothèques de prescrire certaines lectures. D'où cette structuration professionnelle qui était jusque-là assez simple à repérer pour ce secteur du livre et de la lecture, et qui s'est effectivement constituée parce que l'histoire est longue, parce qu'elle remonte à la Révolution française, et elle a abouti à la différence d'autres métiers, notamment dans le spectacle vivant. Et là, on est toujours dans un parallèle avec les métiers des musées. Donc, on a au moins un élément qui nous permet de repérer une professionnalité dans les métiers du livre et de la lecture, avec ces grilles d'emploi des fonctions publiques d'État, fonctions publiques territoriales, qui permettent effectivement de passer des concours, d'occuper des postes définis. Et il y a eu évidemment les concours et la fonction publique nationale. Et puis, vous savez, dès les années 70, et en fait, dès que la décentralisation s'est mise en place, du fait d'une appropriation ancienne aussi de la lecture publique par les municipalités, ça a permis au CNFPT très vite de définir une filière culturelle spécialisée pour la conservation des bibliothèques et la conservation des musées,
Et ce qui n'a pas pu être le cas pour d'autres secteurs, et en particulier, encore une fois, le spectacle vivant, où là, les collectivités locales sont intervenues plus tard, notamment très fortement à partir des années 80. On a donc ces grilles d'emploi qui permettent au moins de tenir des métiers. Et encore une fois, il faut bien que vous ayez conscience que pour vous, ça vous semble quelque chose de tout à fait naturel, mais dans le champ général des métiers de la culture, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et qui est loin d'être évidemment d'être généralisé et de pouvoir être généralisé. Et on voit bien les difficultés, on en parlait hier rapidement, pour d'autres secteurs, et encore une fois notamment dans le spectacle vivant, la difficulté qu'ont les collectivités territoriales à recruter des chargés de projets culturels, de développement culturel, d'action culturelle ou des directeurs d'établissements en régie par exemple. Il n'y a pas dans la grille d'emploi de la fonction publique des concours qui permettent de devenir médiateur culturel dans une structure ou au service du spectacle vivant, à la différence des bibliothèques et des musées. Donc on a donc un système qui était au départ relativement, qui est encore relativement ordonné. Et je crois, Claude l'a rappelé, l'existence même de l'ENSIB témoigne bien d'ailleurs, et la création de l'ENSIB dès le début des années 90, c'est-à-dire au début où commence ce mouvement de démultiplication de l'offre de formation, la création de l'ENSIB comme établissement d'enseignement supérieur formant des bibliothécaires est bien le signe d'une structuration de ce secteur particulier au sein des métiers de la culture, et une structuration tout à fait cohérente, au moins, mais là bon, je ne vais pas revenir je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est cohérent au moins jusqu'à cette rupture récente avec le CNFPT qui amène une séparation de la formation des bibliothécaires territoriaux. Bien. Quelle heure est-il ? Oui, je vais essayer d'accélérer un peu. Quelques mots pour dire que derrière ce calme apparent, évidemment, vous le savez, ce champ du livre et de la lecture est traversé par des bouleversements qui n'affectent pas que lui, qui affectent l'ensemble du champ des métiers de la culture, mais qui peuvent justement, qui sont susceptibles d'être d'autant plus brutaux et violents que précisément on travaillait dans le cadre d'un ordre relativement établi, à la différence du reste du champ des métiers de la culture. Alors, un signe de ça, Claude Patria vous l'a dit, on considère dans nos études, dans nos travaux, dans notre réflexion sur cette question-là, que l'offre de formation est toujours un révélateur de ce qui se passe dans le champ professionnel. Donc sur l'offre de formation, ce qu'on peut dire concernant le champ des métiers du livre et de la lecture, c'est que vous avez subi la même explosion exponentielle et complètement incontrôlée que l'ensemble du champ des métiers de la culture. Vous savez que à la suite de la mise en œuvre de la réforme LMD, dans le cadre de la mise en œuvre progressive de la réforme LMD, l'offre de formation aux métiers de la culture a complètement explosé de façon anarchique, sans aucun lien avec les milieux professionnels. Et je vous parlais tout à l'heure, je vous disais qu'on s'inquiétait quand on voyait apparaître 15 ou 20 DESS dans les années 90. Dans le dernier recensement qu'on avait fait, on avait à peu près 200 masters professionnels dans le champ des métiers de la culture. Je vous dis tout de suite que je ne fais plus de recensement. D'abord, je l'avais écrit dans ce livre-là, c'est complètement harassant. Je n'ai plus en plus les outils qui me permettaient de le faire de façon à peu près exhaustive et sérieuse. Par ailleurs, je pense que c'est totalement inutile en ce moment, puisque vous le savez, on est dans la mise en œuvre maintenant progressive de l'adoption de cette nouvelle nomenclature des mentions de master. Et bon, tant que toutes les universités ne sont pas passées dans la vague des renouvellements de contrats, je crois qu'il serait tout à fait vain d'essayer à nouveau de faire un recensement. Il faut attendre quelques années pour y voir plus clair. Bien, donc une explosion exponentielle. Le secteur du livre et de la lecture n'y échappe pas. Ce secteur représente dans l'offre de master globalement à peu près 10% de l'ensemble de l'offre de formation professionnelle au métier de la culture. Entre deux recensements, à 1 an et demi d'intervalle, on a vu l'offre de master dans ce secteur-là
passer de 16 à 22 masters, soit une augmentation de 37, un peu plus de 37%. Plus 37%. Alors c'est faible en valeur absolue, hein, bien sûr. On travaille quand même sur des. Pour ça, ces chiffres, prenez-les pour ce qu'ils sont. Hein, ce sont quand même des valeurs à prendre avec précaution, mais ça nous donne quand même des tendances. 37% donc pour ce champ des métiers du livre, alors que pour l'ensemble des masters, enfin pour l'ensemble du champ des métiers de la culture, on a une augmentation je dis que de, mais j'ai dit précédemment que c'est déjà énorme, et là c'est la fin d'un mouvement, que de 30%. Donc vous voyez, je trouve ça tout à fait intéressant de constater que ce secteur qu'on croyait protégé justement par l'existence de concours, de filières administratives, eh bien comme l'ensemble du champ des métiers de la culture explose complètement et de façon encore un petit peu plus importante, pour autant que, encore une fois, ces chiffres sont à prendre avec précaution, mais ça donne quand même, ça nous donne une indication. Alors, juste deux mots sur le nouveau cadre dans lequel il faut se situer maintenant. Je pense que vous le connaissez, hein, cette nouvelle nomenclature des masters. J'ai repéré, moi, dans la liste, peut-être que certaines m'ont échappé, mais j'ai repéré 3 mentions de master qui sont susceptibles de vous intéresser pour organiser les formations au métier du livre, de la lecture et des bibliothèques. Il y a une mention information, documentation, une mention sciences de l'information et des bibliothèques, une mention métier du livre et de l'édition. Je ferai juste une remarque par rapport à ces 3 mentions, hein, donc information, documentation, sciences de l'information et des bibliothèques, métier du livre et de l'édition. C'est qu'on a l'impression qu'on couvre bien l'ensemble du champ, hein, sauf que cette nomenclature des nouveaux masters présente une particularité. C'est qu'elle propose aux responsables de formation, pour construire leur offre, 3 entrées possibles. Il y a une entrée par métier, une entrée par secteur professionnel et une entrée disciplinaire. Ici, on parle bien de métiers. Ce qui nous intéresse ici, c'est la question des métiers, du livre, de la lecture et des bibliothèques. Si vous prenez les 3 intitulés, vous constaterez que on voit bien apparaître la documentation, les bibliothèques, le livre et l'édition, mais les bibliothèques n'apparaissent pas comme un métier. Ne sont considérés comme des métiers dans cette nomenclature-là que ceux qui ont rapport au livre et à l'édition. Les bibliothèques, ça renvoie à une discipline scientifique. Voilà. Je vous laisse simplement apprécier, c'est juste une remarque que je voulais faire au passage. Alors, pour dire quelques mots sur le contexte dans lequel doit s'opérer cette mutation et la construction de cette offre de formation dans le nouveau cadre de cette nouvelle nomenclature. Pour les métiers du livre, on a évidemment, Claude y faisait allusion tout à l'heure, le livre est certainement la plus ancienne des industries culturelles, avec un mouvement d'industrialisation, je ne vais rien vous apprendre évidemment, mais qui pousse, qui, à mon avis, a tellement d'implications en profondeur dans la nature même de la production de livres et de leur diffusion que forcément, à un moment ou à un autre, ça a des effets sur la nature même des métiers, sur leurs fonctions, sur leurs objets. Hein. Je pense non seulement à la question des procédés qui permettent aujourd'hui de démultiplier la production de livres, mais aussi au processus de numérisation qui modifie la façon dont il faut envisager la conservation et aussi dont il faut envisager la production. Les phénomènes de numérisation oui, je vais arrêter. Les phénomènes de numérisation, évidemment, ont eu aussi pour effet, je ne peux pas te lire, ont eu aussi pour effet de modifier et d'inclure de nouveaux procédés dans
et d'inclure de nouveaux procédés dans la production même des œuvres, et pas seulement des œuvres littéraires, hein, puisque l'écrit aujourd'hui, et on aboutit à des productions artistiques de type multimédia, qui évidemment obligent à repenser complètement la place de l'écrit et du texte dans la production artistique et dans la façon dont la production artistique va devoir être confrontée à la mise en culture. Alors, juste pour, avant de conclure, rappeler le cadre politique général dans lequel on agit aujourd'hui. Vous savez que les métiers de la culture, notamment dans les années 70, le champ culturel d'une façon générale, était partie prenante d'un processus, d'un processus éminemment politique. Hein, et l'engagement dans les métiers de la culture était un acte politique, et la culture avait à voir avec la politique en général. À partir des années 80, avec ce phénomène d'économisation dont Claude a parlé tout à l'heure, on a débouché peu à peu sur un phénomène de rationalisation de la culture par rapport à ces enjeux politiques, et de très forte banalisation. Aujourd'hui, les métiers de la culture sont globalement considérés comme des métiers comme les autres, et la culture est un champ, un secteur d'activité comme un autre, dont on a plaisir à l'occasion, souvenez-vous, et les ministres ne s'en privent pas, de se donner des satisfaits quittes pour dire à quel point la culture participe à l'économie, au développement économique, etc. Tout ça, évidemment, provoque une banalisation et un appauvrissement de la dimension politique de la culture et du rôle des acteurs culturels dans le processus de démocratisation, dans la participation des citoyens à la vie sociale. Alors, ce mouvement-là de dépolitisation me fait dire que ça impose de plus en plus de penser ou de repenser la place des métiers du livre et de la lecture dans ce champ global des métiers de la culture, avec une visée précisément de repolitisation, c'est-à-dire précisément de replacer les métiers de la culture dans le rôle initial, ou en tout cas celui qui leur avait été attribué dès la Révolution française et confirmé par les hommes de la Troisième République, c'est-à-dire un rôle éminemment politique de l'action culturelle, donc des acteurs culturels. Et pour à la fois des raisons historiques et par rapport à ce contexte d'industrialisation très fort et d'apparition des nouveaux médias, nouveaux modes de production et de diffusion, et des questions que ça pose par rapport à la place du livre et de l'écrit, de plus en plus, je crois, il faut repenser ce secteur-là dans cette grande chaîne de ce que j'appelle moi la médiation culturelle au sens très large, de ce mouvement de production artistique et de mise en culture de l'art, avec pour finalité la production de valeurs dans un cadre démocratique. Donc de ce point de vue-là, et je vais faire ici écho pour conclure à ce que Claude disait tout à l'heure, la formation théorique a un rôle tout à fait essentiel. On ne peut pas, me semble-t-il, replacer la culture et les métiers de la culture et l'action de ceux qui vont exercer ces métiers dans une perspective politique démocratique. Je ne parle pas seulement de démocratisation de la culture, je parle de la vie démocratique à son sens le plus fondamental. Je crois qu'on ne peut pas former des professionnels de la culture qui sauront affirmer ce rôle-là éminent que la puissance publique, d'une façon générale, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités locales, ont eu tendance à oublier ces temps derniers. On ne peut pas former des professionnels qui sauront assumer ça, le revendiquer, si on n'a pas une formation théorique suffisamment solide. Et je voudrais juste dire que je crois que le positionnement scientifique de l'ENSIB, de ce point de vue-là, me semble tout à fait pertinent, avec ce positionnement en sciences de l'information, notamment. Alors peut-être je peux avoir l'air de prêcher pour ma chapelle, puisque je travaille moi-même en sciences de l'information et de la communication. Mais je pense que ce positionnement-là, précisément, est un ancrage qui ne
qui doit être le seul, à mon avis, pour les métiers de la culture, ne serait-ce que parce qu'on a affaire à une discipline qui est transversale, hein, qui est capable de traiter justement des bouleversements induits par ces processus de numérisation et qui entraînent tous les bouleversements qu'on a vus en termes de production et de diffusion. Donc tous ces bouleversements-là sont au cœur de la recherche en sciences de l'information. Et le positionnement des SIC en tant que discipline, que transdiscipline, on peut dire, les met en position précisément de pouvoir appréhender avec l'appui d'autres disciplines, la sociologie, l'histoire, la science politique, etc., de pouvoir appréhender ces bouleversements. Les anticiper, c'est peut-être un peu beaucoup. Je crois que les choses vont tellement vite qu'on a du mal aujourd'hui à anticiper ce qui va se passer demain. Mais au moins, en tout cas, à rester en prise avec ce qui se passe réellement dans la société autour de la culture et de la mise en culture des œuvres d'art. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, il reste 5 minutes avant le 10h30. Merci. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Alors, Claude Patria voudrait... Mais non, c'est pas grave, je le dirai à l'occasion. Je voulais juste te dire un petit mot de clôture, c'est que par rapport à ce que tu viens de dire et à ce que je disais, c'est que je voulais citer le poète et Baudelaire qui disait c'est là où les eaux sont les plus profondes qu'elles apparaissent le plus calmes, mais c'est là aussi que se produisent les mouvements les plus lourds. Vous êtes dans ces eaux profondes avec les métiers du livre et de la lecture, et il y a actuellement en profondeur une vague qui se dessine, qui risque de bouleverser beaucoup la donne dans son exercice. Et ne vous croyez pas protégé par des statuts. À l'époque où on vit, tout peut aller très vite, hein, et les substitutions de rôles et de responsables peuvent se faire sous la pression des choses beaucoup plus rapidement qu'on le croit. Donc c'était une parole d'inquiétude ou d'alerte que on vous a essayé de vous tirer. Voilà, c'est ce que je voulais simplement ajouter. Excuse-moi, j'ai pas pu lire. Merci beaucoup. Alors nous avons quelques minutes quand même pour un échange avec la salle, même si nous allons un petit peu déborder sur l'horaire. On raccourcira la pause. Donc, la parole est à la salle. Bonjour, merci pour ces interventions. J'ai eu l'impression que vous avez abordé la question de la culture d'un point de vue très classiquement culture, beaux-arts, littérature, etc. Et je me posais la question de la place que vous imaginiez dans nos métiers pour la culture scientifique et technique. Réponds. Oui, ça fait partie peut-être des préalables que j'aurais dû poser. Le propos quotidien, enfin, on travaille plus précisément sur ce qu'on appelle le champ artistico-culturel. Hein, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on exclut les artistes et les techniciens. Alors, la culture scientifique et technique ne fait pas partie des études qu'on a pu faire directement de façon plus approfondie. Cela étant, je crois qu'il faut effectivement, vous savez, ça fait partie des problèmes du ministère de la Culture, hein, qui a effectivement intégré ce champ. Et c'est vrai que je crois que c'est heureux parce que la science pose des problèmes qui sont du même ordre que ceux que pose l'art. À cette différence près, évidemment, qu'avec l'art, on va travailler sur le sensible. Hein, donc forcément, les processus de mise en culture ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais évidemment, les choses sont tout à fait comparables et on pourrait étendre un grand nombre des remarques qu'on a pu faire au champ scientifique et technique, de la culture scientifique et technique. Je vous dis, à cette différence près que quand on travaille sur le sensible, on n'apprécie pas les choses de la même façon. Mais en même temps, il peut y avoir aussi, vous savez, des passerelles, hein, précisément, qui peuvent amener à une approche sensible des progrès scientifiques et qui est tout à fait intéressant. Voilà. On ne l'exclut pas, simplement, on considère qu'on ne peut pas le traiter tout à fait de la même façon. Hein, et étant entendu qu'encore une fois, les progrès scientifiques vont tellement vite et sont tellement aussi, on a tellement aussi l'impression d'avancer sur des sables aussi mouvants, hein, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être rapprochées. Oui, moi c'était une question sur la question de la démocratisation de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur qui a peu été abordé. Certes, il y a l'aspect culture, mais il y a aussi l'enseignement.
pour avoir vécu ça en tant que directrice d'équipement, je dirais, territorial. Je pense que ça a énormément joué. C'est-à-dire que si aussi on a voulu développer des équipements culturels et des bibliothèques de qualité dans des villes moyennes, de périphérie, c'est aussi pour ces questions-là. Je prendrais pour exemple Vénissieux, par exemple, où quand même 30% des jeunes qui vivent à Vénissieux continuent dans des études supérieures. Et qu'à un moment donné, l'explosion, je dirais, de chiffres de certaines choses ont fait que aussi les édiles ont voulu se préoccuper de l'avenir de la jeunesse. Moi, quand j'étais embauchée à Vénissieux dans les années 90 pour penser cette médiathèque, on m'avait embauchée au départ, avant que la médiathèque existe, sur penser les services d'un réseau de lecture publique pour les 15-25 ans. Et avec le mot d'ordre, la jeunesse est une chance pour la ville. Donc voilà, et c'était issu d'une tradition d'éducation populaire bien avant, hein, dans les années 60-70. Voilà, donc si vous pouvez aborder un peu cette question, c'est-à-dire dépasser les questions culturelles pour les questions d'enseignement et de démocratisation de l'enseignement. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on est complètement d'accord. Hein. Je veux dire, j'y ai fait allusion rapidement quand je disais que justement les réseaux d'éducation populaire avaient énormément contribué à. C'est pas un hasard quand vous me parlez de Vénissieux. Les réseaux d'éducation populaire ont joué un rôle très important dans le développement et dans l'animation des réseaux du livre et de la lecture. Donc ça c'est clair. C'est-à-dire que alors. J'ai pas fait un procès aux politiques, hein, faut qu'on s'entende bien. Je crois qu'effectivement, il y a des intentions nobles et que, effectivement, on a une politique. Quand j'ai parlé de l'effacement du mot développement culturel et de son remplacement par démocratisation, en regrettant par rapport au flou, c'est vrai que la volonté de démocratisation en soi est nécessaire. Que indiscutablement, tout monte ensemble. Hein, et à partir du moment où on fait monter la diffusion culturelle et où on en fait une exigence, hein, on dit la culture pour tous, et qu'en même temps on fait monter l'exigence de scolarisation, hein, avec les 80% de la génération au baccalauréat, et après maintenant ça se reproduit sur l'enseignement supérieur. Donc j'ai effectivement une massification qui se fait et qui rend pour les politiques les plus conscients cet accompagnement nécessaire. Effectivement, dans la montée et dans le développement des projets de bibliothèques, il ne faut pas perdre de vue, et vous avez raison de le rappeler, ce travail d'accompagnement de la massification, d'outils d'accompagnement. C'est pas la délectation pure et simple, c'est ça. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que sauf dans certaines municipalités qui ont gardé et qui ont tenu à garder pour des raisons de choix politiques le lien étroit entre l'éducation populaire et les réseaux et ça dans leur politique de la ville, dans leur politique de quartier. Ailleurs, très souvent, il y a un développement séparé qui se fait de ces outils-là. Et ce que je mets en question là-dessus. Mais c'est vrai, indiscutablement, dans ce mouvement de démocratisation et de multiplication des outils, il y a l'accompagnement de la massification de l'accès au savoir et à la culture. Oui, moi j'ai une petite question, une demande d'information. J'ai été surprise que vous disiez que les formations de la culture, que le ministère de la Culture avait abandonné les formations culturelles après l'Amphiac, parce qu'il y a quand même eu une petite dizaine d'années avec le CFNA qui était à la fois une école professionnelle reliée à l'université certes, mais qui formait quand même les professionnels de la culture, et ensuite l'Observatoire des politiques culturelles à Grenoble qui a quand même qui a aussi un rôle extrêmement actif dans la formation des métiers de la culture. Donc là, j'aimerais savoir pourquoi vous ne les citez pas, parce que vous devez bien les connaître. Et en même temps, j'ai une question, parce que moi j'ai suivi ces deux filières, celle des bibliothèques et celle des métiers de la culture. C'est justement, si on réfléchit aux métiers, je me demande si le rapprochement des formations des métiers de la culture purement culturelle, c'est-à-dire qui
qui ne soient pas des métiers du livre et de la lecture, même si ceux-là sont des métiers culturels, mais dans les formations au métier du livre et de la lecture, nos formations sont très techniques, et d'autant plus aujourd'hui avec les nouvelles technologies, elles sont de plus en plus techniques. Et le rapport à ce que vous évoquez, le rapport avec la cité est très éloigné, même si les cadres ont une culture qui leur permettent d'appréhender l'histoire et leur insertion dans la société. C'est vrai que c'est souvent plus les élus qui portent le projet de lecture publique avec tout ce que cela, avec les réseaux qu'on doit développer avec les associations d'éducation populaire et tout ça, que les professionnels eux-mêmes. Donc je me demande si dans les formations, il n'y aurait pas un intérêt, et vous qui avez une vision très large sur l'ensemble des formations, il n'y aurait pas un intérêt à rapprocher un peu plus nos formations, qui sont très institutionnalisées, et celles des métiers de la culture. Bon, moi, j'ai toujours navigué un petit peu entre les deux, et je vois bien la différence d'approche qui est liée aussi au secteur. Nous, on est un secteur public, on y entre par des concours. De l'autre côté, c'est un secteur beaucoup moins organisé, mais en même temps, il y a un rapport avec la société qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus développé dans les formations. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est une question que... D'accord, parce qu'on se répond en deux. Moi, je réponds sur la première partie. Je ne regrette rien de ce que j'ai dit à propos de l'indifférence et de la somnolence du ministère de la Culture sur les métiers de la culture. Pourquoi? Parce que quand vous me parlez du CFNA, je n'ai pas le temps de tout développer, bien sûr, toute cette historique-là, c'est antérieur à l'Amphiac. Et il a rejoint, et l'Amphiac a absorbé le CFNA. Et donc, quand on supprime l'Amphiac en 94, on supprime du même coup le CFNA. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres acteurs qui, dans les années 80, se sont préoccupés des questions des formations en lien avec le ministère de la Culture. Il y a l'ARSEC, bien sûr, à Lyon, qui a fait un travail. Pouf, où elle est aujourd'hui? Plof, plus rien. C'est fini, liquidé, la formation. Il y avait Grenoble, c'est vrai. Bon, il reste effectivement une formation petite liée à l'Observatoire, strictement au titre de la formation continue, dans le cadre de l'Observatoire des politiques. Tandis que la formation de Grenoble proprement dite, qui s'était développé en lien avec eux, c'est intégré complètement à Sciences Po. Donc dans différents... Non, je dis pas que rien ne s'est fait, mais je constate, pour l'avoir essayé, mais d'avoir essayé au sommet de protester là contre, que on n'a jamais pris la dimension. On s'est intéressé beaucoup aux formations artistiques, qui sont de la responsabilité directe, mais la question de ces passeurs de culture, de ce genre, non, laissons l'université. C'est pas faute d'avoir essayé. J'avais bâti à un moment un protocole qui devait associer, et on l'avait soumis, associer le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation pour l'homologation des diplômes. Eh bien, ça n'a jamais vu le jour. On n'a jamais pu. Ça aurait été assez simple qu'on se mette d'accord sur les homologations. Et ça aurait peut-être permis, et je te donne la parole, de clarifier le deuxième point que vous évoquez, c'est-à-dire sur la mise en connivence ou en résonance des formations institutionnalisées et des formations universitaires. Oui, justement, au Grenoble, effectivement, l'observatoire en lien avec l'université, il délivre aussi un master en formation continue. Ça concerne, c'est même pas chaque année, puisque je crois qu'ils sont encore sur des cycles de 18 mois ou 2 ans. Donc ça concerne des promotions d'une poignée de cadres culturels territoriaux. Donc c'est quand même extrêmement limité. C'est vrai que c'est la dernière trace. Depuis maintenant que l'ARSEC a disparu, c'est la dernière trace de l'époque où le ministère de la Culture se souciait directement. Étant entendu, encore une fois, que l'Observatoire n'est pas un établissement national. Bon, son statut, vous savez bien, le problème de l'Observatoire, c'est à la fois territorial, mais financé par financé en partie en centrale, mais financé aussi très largement par le niveau territorial. Donc voilà, il y a ce positionnement un petit peu ambigu de l'Observatoire qui continue effectivement à faire ce travail qui est d'autant plus nécessaire par rapport à ce que je disais tout à l'heure que les cadres culturels sont recrutés dans la filière générale.
cadre culturel des collectivités locales. Donc il y a évidemment un besoin de former les directeurs d'action culturelle dans les collectivités locales, spécifiquement au travail culturel. Et effectivement, l'Observatoire continue à le faire, encore une fois, dans de toutes petites proportions. Alors, pour le deuxième point de la question, ça nécessiterait de très longs développements. Nous, en tout cas, dans les formations c'est vraiment un point de vue très personnel qu'on partage avec Claude, mais c'est notre point de vue de Dijonnais, on va dire. Hein. À Dijon, on a toujours défendu des formations très généralistes et le plus généraliste possible. Hein. Claude disait tout à l'heure, on forme des spécialistes du général. Voilà, ce qui veut dire qu'on accueille dans nos formations aussi des gens qui se destinent à travailler dans le milieu du livre. Et ça ne nous pose pas de problème. Nous, notre projet, c'est celui-là, c'est de former des acteurs culturels d'une façon générale qui, après, vont, par leur stage notamment, acquérir des spécialités. Alors, vous posez la question des outils. C'est vrai que certains métiers, on le voit notamment dans une autre spécialité professionnelle qui est celle de la muséologie, certains métiers ou certaines fonctions particulières exigent des savoir-faire techniques très pointus qui nécessitent des formations particulières. Donc dans ce cas-là, évidemment qu'il faut des formations spécialisées. Cela étant, ça n'empêche pas, bien au contraire, et je souscris tout à fait à ce que vous dites, d'établir des passerelles et de voir mais si justement, voilà, comment est-ce que ces savoir-faire là très particuliers, très spécialisés, nos étudiants qui sont généralistes pourraient éventuellement les acquérir chez vous et réciproquement. Comment nous, on pourrait apporter une approche plus générale peut-être à des étudiants qui travaillent dans un cadre plus spécialisé.